Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on va devenir ? L'émission, on se projette dans le futur. Alors plus ou moins loin, parce qu'on n'est pas Madame Irma, mais on essaye d'imaginer à quoi va ressembler les prochaines années sur un thème précis. Alors on passe la semaine ensemble, on a déjà entamé pas mal de sujets, pas mal de domaines. Ce soir, on entame un nouveau thème que j'aime beaucoup. On va parler restauration, on va parler miam miam. On est avec Julia pour parler de tout ça. Bonsoir Julia. Donc tu nous accompagnes ce soir en tant que chef. Tout à fait. Chef Julia. Je vais t'appeler comme ça, sache-le, je pense. On va discuter ensemble pendant l'heure qui suit avec plein d'axes, plein de réflexions. Tu vas aussi nous raconter un petit peu ton parcours et ce que tu fais. Alors, on commence ce soir le thème de la restauration. Moi, j'adore ce thème. J'adore la nourriture. J'adore manger. Qui n'aime pas manger ? Qui n'aime pas manger ? C'est la base, j'ai envie de vous dire. Et puis, on est français. C'est aussi dans notre ADN, je pense. Clairement. D'aimer la bouffe. Donc, ce soir, on est avec Julia, chef Julia, comme je dis. Donc, parle-nous un peu de toi. Toi, tu as ton restaurant, de ce que tu m'as dit. Tu es chef dans ce restaurant. Tout à fait. J'ai mon restaurant à Paris, dans le 5e, qui s'appelle Bayeta, qui est le bisou en niçois. Moi, je suis niçoise, mais ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis à Paris. À 21 ans, j'ai été la plus jeune chef étoilée de France, dans le resto où j'étais chef dans le 7e à l'époque. Et en 2018, j'ai ouvert mon restaurant avec mes associés dans le 5e, et puis a démarré la grande aventure. Parce que cuisiner, je l'ai toujours fait. Par contre, apprendre à manager et à gérer un restaurant, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est une super aventure. C'est un gros projet dans lequel tu t'es lancé, surtout qu'il y a eu le Covid, donc pas facile de lancer un restaurant à ce moment-là. Comment tu as géré un petit peu cette période Covid compliqué, c'est arrivé 2 ans après notre ouverture, donc on avait très bien démarré, mais c'est vrai qu'on dit toujours que pour qu'une entreprise soit pérenne, il faut au moins 3 ans pour se lancer. On n'avait pas fait encore les 3 ans, donc un manque de trésorerie, début compliqué, donc on commence à sortir la tête de l'eau, mais c'est vrai que ça a été un moment compliqué, et pour l'équipe, et pour nous en tant qu'entrepreneurs, parce que on se met des objectifs, on a des rêves, et puis tout est stoppé d'un coup. Au début, on savait même pas quand est-ce qu'on allait pouvoir réouvrir le restaurant, donc c'est vraiment une période qui m'a marquée. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup autour de ça, sur des remises en question bêtes sur notre fonctionnement, mais c'est vrai que je pense que la crise Covid, ça a beaucoup touché la restauration. Déjà parce que tous ceux qui se sont retrouvés à la maison, ils se sont dit « mais je fais un métier de fou en fait ». Parce que tu vois, quand tu peux te reposer pendant 3 mois et te dire en fait c'est ça la vie aussi, pouvoir profiter un peu et revenir à l'essentiel. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on travaille beaucoup sur ça. Laisser aussi du temps libre à nos employés, faire différemment, parce que c'est un métier où on est toujours à fond, on prend pas peut-être assez de recul à certains moments, mais en tout cas voilà, c'est un métier passion et ça, très intense. Ouais. C'est vrai que c'est un métier qui a cette réputation-là d'être hyper intense, hyper actif. On court après le temps. C'est ça. On court après le temps. Et le service qui est à midi ou à 19h, on ne peut pas le repousser, en fait. Tu ne peux pas procrastiner. Et ça, c'est ça qui met cette adrénaline-là tout le temps. C'est la course après la montre. Donc, c'est un autre rythme de vie aussi. Parce que j'ai bossé dans la restauration quand j'étais beaucoup plus jeune, en brasserie. Donc peut-être un peu plus de chill sur le papier, mais c'est vrai que c'était un autre rythme de vie. On mangeait à d'autres heures. C'est ça. On gérait. Psychologiquement, c'est assez particulier. Ouais, tu te lèves le matin et tu vas servir les autres, tout simplement. Et dans ta tête, tu vas de manière presque invisible, parce que quand tu vas manger au restaurant, tu te rends pas compte de tout le travail qui est derrière, d'une certaine manière. Tu te rends vraiment pas compte. C'est vraiment... Moi, j'ai des clients qui me disent « mais vous arrivez à quelle heure ? À 11h ?» Non, en fait, on arrive à 8h, parce que la cuisine, ça prend du temps. Et c'est marrant de voir à des moments les clients ce qu'ils peuvent penser. Des fois, je m'imagine, ils pensent qu'on ouvre un tiroir et puis on sort le truc. Non, mais en fait, il y a plein de choses à faire avant que vous arriviez dans le restaurant. C'est clair. Eux, ils mettent les pieds sur la table, tout simplement, et ils se régalent, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas la notion un peu du travail qu'il y a derrière, surtout quand c'est des produits frais qui vont être travaillés pendant longtemps, qui vont être préparés à l'avance. C'est énormément de boulot. Par contre, je trouve qu'en termes de divertissement, on a quand même pas mal accès à des émissions autour de la cuisine, à des télé-réalités autour de la cuisine. Donc les gens, je pense, ont quand même une petite
un intérêt. Oui, de plus en plus, il y a un intérêt et un engouement autour de la restauration, et que ça soit sur les jeunes ou les moins jeunes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces émissions-là, ça nous permet quand même de... qu'on se rende un peu plus compte, justement, voilà, de travailler des produits frais, le temps que ça peut mettre, de faire un bon jus. La cuisine française, c'est ça aussi, c'est des plats en sauce, c'est des bons jus, et ça prend du temps. Ouais. C'est des 6 heures, 8 heures, 10 heures de cuisson. Donc, ouais, ça fait partie du processus de la cuisine, c'est le temps, c'est la patience, tout simplement. Exactement. Ce derrière quoi vous courez constamment. Donc du coup, toi, ton restaurant, c'était un peu ton objectif. Et du coup, cette étoile, comment on l'obtient? Qu'est-ce que c'est un peu l'histoire derrière cette étoile que tu as eue? Alors, l'étoile, du coup, c'est le guide Michelin qui s'occupe de décerner les étoiles tous les ans. Donc tous les ans, c'est remis en jeu. Ouais. Et donc, il y a des inspecteurs qui passent courant l'année, qui viennent visiter les restaurants. Et en général, ils notent sur la personnalité en cuisine, les produits utilisés, l'expérience globale. C'est plein de points comme ça. Et tous les ans, on espère garder cette précieuse étoile. Ce qu'ils viennent revérifier, du coup? Ouais, tous les ans. Okay. Tous les ans. Et ils te l'actualisent, quoi? Au moins une fois, et souvent, c'est 2-3 fois dans l'année. D'accord. Et vous savez pas quand... En fait, on ne sait pas quand ils viennent manger. Ouais. Et il y a certains inspecteurs qui se présentent après le repas uniquement. D'accord. Ils ont interdiction de se présenter avant d'avoir mangé. Mais après le repas, ça peut arriver qu'un inspecteur se présente, fasse un petit tour de la cuisine avec le ou la chef. Voilà. D'accord. Donc ils ont quand même... ils se manifestent potentiellement. Potentiellement, voilà. Pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est très suspense, quoi. C'est ça. Ça met la pression un peu quand même. Mais bon, ça en vaut la chandelle parce qu'après... C'est une grande fierté. Et c'est un beau leitmotiv pour l'équipe aussi. Ouais, carrément. Ouais. Ça doit motiver et puis ça ramène des gens, du coup. Il y a des gens qui... Au moins 30% de la clientèle. Ouais, parce que comment les gens, ils découvrent un nouveau restaurant maintenant? Est-ce que c'est des... Moi, dès que je découvre des restaurants, c'est souvent via TikTok ou via Insta que je découvre des nouvelles adresses. Donc, comment... Vous, les gens qui viennent vers vous, est-ce que tu sais à peu près à quoi c'est dû? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Notre jeune clientèle, ça va être pareil, ça va être du Insta, ça va être du TikTok, mais c'est quand même la minorité de notre clientèle. Okay. Et après, pour le reste, ça va être Facebook, et ça va être justement le guide Michelin, donc soit en ligne, soit carrément, ils achètent le bouquin, et ils ont toutes les villes de France avec tous les arrondissements, et ils choisissent leur restaurant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'Instagram. Beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, un resto qui n'a pas une page Insta, ça n'existe plus, quoi. C'est la base. Ouais, c'est vrai que c'est comme ça que je check les restos quand je voyage ou quand je suis dans des villes que je ne connais pas du tout. Alors, soit je fais une story pour demander à des gens de me donner leur adresse, etc. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est hyper pratique. Mais souvent, je regarde sur Insta et je tape les hashtags qui correspondent, que je connais, avec la ville et c'est comme ça que j'ai découvert le resto. En vrai, c'est hyper pratique. Puis quand tu vas sur la page, tu te rends compte un peu de tous les plats, de l'ambiance du restaurant aussi. Je trouve que c'est assez bien fait, quoi. Ouais, il y a plus de photos, il y a plus de... Et puis c'est actualisé, quoi. Parce qu'une page Google ou autre, tu sais pas de quand datent les photos ou datent les commentaires. C'est vrai. Parce que parfois, tu tombes sur des commentaires qui sont... à l'époque, il y avait TripAdvisor. Oui, Mon pire cauchemar, ce truc. Ouais, ça existe encore, c'est lié ça à existe Google. encore, mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui regardent encore ça pour se dire « Ok, j'y vais ou j'y vais pas ». Mais à l'époque, c'était un enfer, franchement. Ah ouais, parce que c'était trop aléatoire. Ah ouais, franchement. Moi, je le vois, c'est vrai que parfois, je vois des commentaires d'un lieu. J'y vais quand même, parce que maintenant, TripAdvisor, c'est linké avec Google. Donc, sur Maps, ils te mettent les commentaires TripAdvisor. Déjà, ils datent tous d'il y a 4 ans. Donc... clairement, ça n'a plus d'intérêt. Et quand tu y vas quand même, t'es là, tu te dis, mais on n'a pas fait le même restaurant. Ouais, non, mais c'est ça, en fait. On n'est pas allé au même endroit, là, de quoi ils parlent. Donc, non, c'est pas... les commentaires des gens, c'est toujours un peu aléatoire. En fait, c'est plus bienveillant. Tu vois, Instagram, parce que t'as pas ce truc de non, on n'y allait pas parce que j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça. Non, en fait, tu vois le menu, tu vois les photos, tu vois l'équipe en général, le lieu. C'est ça, et après, c'est à toi de te faire ton avis, tu vois. Mais après, ça va être beaucoup de recommandations. Comme tu disais, tu mets une story, tu demandes à tes potes, est-ce que vous avez déjà été là? Là, c'est cool, c'est un échange. Mais juste de voir des commentaires comme ça, je trouve ça un peu malsain, quoi. C'est clair, j'essaye de ne pas avoir le réflexe de forcément checker tous les réseaux ou Internet avant de rentrer dans un resto. C'est quand tu marches dans la rue, que tu vois un resto. Moi, j'ai des potes, ils font « Attends 2 minutes, on le regarde d'abord », tu vois.
il l'inspecte d'abord sur Google. Mais en fait, ça peut gâcher complètement ton expérience de faire ça. Ouais. Parce que si tu vois 3 commentaires négatifs, tu vas arriver dans un mood où tu vas dire, de toute façon, ça sera nul. Ouais, c'est vrai. Et franchement, ça peut complètement gâcher une expérience. Ouais, c'est pour ça Donc, que je vous conseille vraiment de ne pas regarder les commentaires. Ne regardez pas les commentaires, allez-y. Bon, après, normalement, si tu as un peu l'habitude des restaurants, t'arrives, je trouve, à voir les signes, à voir les red flags d'un resto s'il y en a. Honnêtement, enfin, moi aujourd'hui, quand je vois un resto dans la rue, si je suis avec un pote et on cherche où déjeuner, j'arrive très bien à identifier. Ouais, il faut éviter les cartes où il y a 70 items, où il fait des crêpes, des pizzas et des cordons bleus. Enfin, les cartes à rallonge. En général, il faut choisir une carte assez courte. Qui a un univers bien à lui, il peut pas faire et de l'italien et de l'américain. Enfin voilà, c'est ça. Un menu du jour assez simple. Enfin, exactement. C'est vrai qu'au bout d'un moment, tu finis par identifier un petit peu ce qui est louche ou pas. Exactement. Et après, t'as plus besoin en vrai des commentaires pour ça, quoi. Et c'est vrai que tu parlais des types de cuisine. Toi, tu fais quoi comme type de cuisine Alors moi, j'ai une cuisine méditerranéenne. Ouais. Bon, après, je suis niçoise, j'ai vécu à Nice 17 ans. J'ai des origines arméniennes et siciliennes. Donc voilà, tout le bassin de la Méditerranée. Donc beaucoup de cuisine du Sud, de la bouillabaisse, de l'aïoli, puis saladière. Trop bon. Tout ce qui... Et un max d'huile d'olive. Ah ouais. Un max huile d'olive. Ah mais pareil, je suis pareil. Là-dessus, j'ai jamais utilisé de beurre, huile d'olive à fond. Et quand je cuisine à la maison, des fois, quand je vais chez ma mère et que j'utilise du beurre, j'ai l'impression qu'elle a fait un AVC à chaque fois. Parce que quand même, nous, dans la cuisine, on nous apprend quand même à cuisiner au beurre. C'est vrai. Parce que pendant les cuissons de viande, de poisson, tout ça, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'au restaurant, on cuisine beaucoup avec de l'huile d'olive, mais quand même avec du beurre. Et c'est vrai que par réflexe, des fois, je mets la petite noisette de beurre et là, je vois ma mère qui se décompose. Je me dis, toi, t'es vraiment une sudiste, quoi. Ah bah ouais. C'est vrai que, j'avoue, là-dessus, on a un peu les habitudes de cuisine. C'est toujours un peu marrant de voir selon les régions, selon les endroits. Ouais. Et moi, j'aime bien justement cette différence que tu peux avoir. Et quand tu vas être en vacances à un endroit totalement neutre avec des potes, et dans la cuisine, c'est le chaos. Ouais. Le plus total. Chacun a ses habitudes, chacun a son truc. Et c'est vrai que ça donne des découvertes, aussi des embrouilles. Attention, quand on est plusieurs dans une cuisine, c'est toujours compliqué. Moi, je sais que si je cuisine, s'il y a quelqu'un d'autre dans la cuisine, ça va me vénère. Ça va toujours me saouler. S'il arrive en mode, non, moi, j'aurais plutôt fait comme ça et tout, je suis tendue. Alors, au possible. Alors qu'au final... il y en a qui aiment bien cuisiner seul, il y en a qui préfèrent cuisiner... C'est du partage, comme on dit toujours. Et c'est cool d'apprendre des nouvelles méthodes aussi. La cuisine, on en apprend tous les jours en réalité. Ah ouais, tout le temps. De nouvelles façons de faire. Nouvelles techniques, nouvelles cuissons, tout. Ouais, nouveaux outils. Et selon la place qu'on a, c'est vrai que quand on est à Paris, dans un appartement, on est très limité. Mais moi, c'est vraiment un kiff quand je vais en vacances de louer des endroits où il y a vraiment une belle cuisine. Voir des cuisines extérieures avec des planchas, des barbecues, etc. C'est vrai que ça ouvre tout d'un coup une nouvelle autoroute. Clairement, je suis des possibilités et j'aime trop cette sensation. Puis ça rassemble trop. Moi, mes souvenirs d'enfance, et je pense que c'est ça un peu qui a fait qu'aujourd'hui je fais de la cuisine. Hein. Ouais. C'est ces moments-là où on est tous en famille, où ça fait un gros barbecue, des gros mezzés sur la table, et puis là t'as tout le monde qui commence à parler, et puis quand t'es petit, tu veux parler plus fort pour qu'on t'entende. Enfin, tu vois, c'est ces moments-là qui sont... C'est trop chouette. Ouais. C'est des bons souvenirs, tout ça. Des souvenirs autour de la cuisine. Là, on parle un peu du passé, mais on va partir dans le futur, n'est-ce pas? Là, on était un petit peu dans les souvenirs, dans le présent, ce qu'on aime bien cuisiner, nos préférences, ce que ça nous inspire. Mais on va partir un petit peu dans le futur. On va essayer de se projeter sur nos espoirs, sur nos craintes. Toi, de ton côté, comment... là, pour l'instant, tu as ton restaurant. Comment tu te projettes un peu dans quelques années? Est-ce que tu aimerais avoir plusieurs restaurants, diversifier ta cuisine? Qu'est-ce qui t'inspire un petit peu? Des projets, on en a toujours. Moi, j'adore essayer de me projeter, me dire où est-ce que je serai dans 5 ans, où est-ce que je serai dans 10 ans, mais j'ai du mal à le faire, en fait. J'aime bien aussi faire les choses au jour le jour et me dire... Du jour au lendemain, je vais avoir une idée, je vais dire OK. Et quand je suis montée à Paris, c'était un peu ça. Du jour au lendemain, je me suis dit, allez, je quitte tout et je vais travailler à Paris. Mais dans 5 ans, j'aimerais bien retourner un peu aux sources, essayer peut-être d'avoir une deuxième affaire dans le sud, et puis continuer à développer mon business à Paris.
Et peut-être, pourquoi pas, commencer à aller chercher la 2e étoile, mais ça sera plus sur un long terme. Ça, c'est le goal, le rêve absolu. Donc, multiplier les restaurants. Est-ce que toi, t'imagines un petit peu... Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une diversité de cuisine qui est hyper forte, surtout à Paris. Tu marches dans la rue, tu vas avoir un restaurant italien, un restaurant japonais, un restaurant libanais, peu importe. Tu vois. Est-ce que, pour toi, c'est un peu ça le futur, d'avoir cette diversité, cette maîtrise un petit peu de plusieurs cuisines? Ouais, je pense que la cuisine du monde, c'est hyper important. Et à Paris, on est hyper fort pour ça. Ouais. Et demain, je pense que ça va rester tout ça, en fait. Et toute la street food qui commence à arriver aussi autour de ces cuisines-là. D'avoir une cuisine accessible aussi pour les jeunes, pour tout le monde aussi. La cuisine, elle peut pas être qu'élitiste. Et bien sûr. Pour moi, c'est hyper important, ça. Tu vois, il y a plein de jeunes qui galèrent pour manger, ou entre les cours, ils ont un budget. Aujourd'hui, avec 5 €, tu fais rien. Tu vois, même pas, tu vas acheter un bon kebab avec 5 €, en fait. Donc, c'est vrai, en plus. Donc, on va prier pour que l'inflation s'arrête, déjà. Et continuer, il y a plein de petits lieux maintenant qui ouvrent à Paris avec plein de concepts géniaux, tu vois. Et ça, c'est... Avec des petits prix et il y a plein de... Moi, je sais que j'avais vu l'avènement un petit peu de Too Good To Go, par exemple. Donc, des systèmes un peu comme ça, bon plan, surtout pour les étudiants. Donc, c'est des systèmes Too Good To Go, pour ceux qui connaissent pas, par exemple, c'est des invendus, des produits à la fin de la journée. Qui vont rester à la fin de la journée, et que le lendemain, nous, on peut pas forcément remettre à la vente dans nos commerces. Donc, exactement. Moi, j'avais une épicerie avant et on utilisait ce système-là. Il y avait beaucoup de jeunes, justement, qui venaient chercher leur panier. Et quand tu mets un panier à 4 € au lieu de le vendre à 15, ça fait tout de suite la différence. C'est ça, quand tu n'as pas eu trop le temps, tu récupères ton panier, c'est ça, à 4 €. Au moins, ça te permet de manger quelque chose de frais, avec un petit budget, mais de découvrir aussi d'autres cuisines que tu n'aurais pas forcément testées. Ouais, c'est ça. Après, là où ils ont un peu la double peine pour certains jeunes, ou même des moins jeunes, peu importe, ça dépend des budgets, mais c'est que déjà, il va y avoir le prix du panier, donc de la nourriture que tu achètes, mais après, il faut avoir le matériel chez soi et la possibilité de les cuisiner. Parce que ça paraît bête, mais si tu récupères un panier avec plein de légumes, tu es super content. Mais en tant qu'étudiant, si tu rentres chez toi et que tu as juste un micro-ondes... Après, je crois que tu peux choisir sur l'application. Ah ouais. Il y a des commerces qui font justement des paniers fruits et légumes. Et après, tu peux choisir des établissements où en fait tu vas aller chercher ton panier et en gros, ça sera des plats qui sont déjà cuisinés. Ou... c'est ça, je crois que c'est comme ça. C'est pas mal alors. J'espère, parce que franchement, tu vas récupérer ton panier, tu rentres, t'as pas de four. Non, c'est très compliqué, et je trouve que ça aussi sur TikTok, ça aide pas mal parce que moi, je suis pas mal de gens qui font des recettes hyper faciles avec à chaque fois des contraintes. Ils vont dire genre, ok, comment faire un dîner avec sans four, sans poêle, sans truc, et ils arrivent à le faire, et t'es genre, ok, d'accord, tu sais pas comment ils ont fait, mais ils te donnent un petit peu des astuces. Donc il y a aussi le fait de se débrouiller, d'apprendre à cuisiner, et moi j'ai bon espoir que dans le futur on soit meilleur en cuisine. Ouais, je pense. Vraiment, j'y crois. Justement, toutes ces vidéos-là, c'est trop cool en fait, parce que tu te rends compte qu'avec des ingrédients hyper simples, tu vois. Ouais, complètement. Des fois, c'est la mode, pendant 2 semaines, tu vois que des pâtes à la courge, ou tu sais, le truc avec la feta, les tomates. Oui. Et, voilà, tout le monde peut le faire, c'est à la portée de tout le monde. Ouais. Donc oui, c'est sûr qu'en tant que chef et restaurateur, tu te dis pas, waouh, c'est l'idée du siècle. Oui, mais en réalité, quand t'es chez toi, en fait, c'est trop cool de voir passer ces choses-là, parce que c'est des choses que t'aurais sûrement pas pensé, mais au final c'est simple et tu vas dire ok, j'ai juste ça à acheter, faire ça, j'ai un four, j'ai une poêle, donc ça donne des idées, et puis ça montre aussi, c'est bête, mais en cuisine il faut avoir des gestes quand même, un peu de matériel, et tu vois comment ils utilisent, donc c'est un peu les livres du futur en fait, tu vois. Oui, c'est vrai, d'une certaine manière il y a cet apprentissage en fait. Exactement. Qu'on fait à travers la vidéo. Une transmission. Et c'est vrai que pour le coup, la cuisine, parce qu'il y a plein de choses où en transmission et en connaissance, c'est bien de l'avoir sur papier, mais je trouve que la cuisine, c'est un bon exemple de transmission qui est plus pertinente en vidéo, je trouve. Parce que tu as le visuel. Bien sûr, parce qu'on se souvient beaucoup plus aussi avec le visuel. Et des gestes, comme tu dis. En cuisine, quand j'ai commencé la cuisine, mon chef il me disait tout le temps, tu voles jamais une recette, tu regardes les gens faire. Ouais. Ça sert à rien de prendre ton cahier et noter, bien sûr que si, mais tu vois, dans l'idée, c'était tu vas apprendre en regardant. Ouais, c'est ça. C'est en regardant que tu vas apprendre. Et ça, c'est la meilleure des écoles. Exactement.
Et du coup, il y a un peu de ça, hein, quand tu regardes une vidéo, tu apprends, Clairement. tu regardes. Et puis, il y a aussi ce fait où il y a c'est accompagné d'un visuel, parce que parfois, il y a un jargon. Donc, moi, j'ai des livres de cuisine, hein, j'ai des livres de recettes, mais c'est vrai que parfois, il y a marqué d'émincer quelque chose, de faire une julienne de quelque chose. Et tu fais, attends, c'est quoi ça veut dire quoi? Donc, quand tu as la vidéo, c'est vrai que ça aide pas mal d'avoir la démonstration à côté. Je suis d'accord avec toi, le vocabulaire en cuisine, c'est une tannée. Au début, mon premier jour, j'ai cru que je comprenais rien. Mais oui. Je comprenais rien. C'est Mon chef, il me parlait, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mets ça au dur, de qui passe. Je pensais qu'on faisait des plats mexicains, pas du tout. Réduis la sauce. Non, c'est n'importe quoi, franchement. Après, une fois que t'es dedans, ça te paraît tellement évident, mais c'est vrai que le vocabulaire, et tu sais que si tu prends des livres d'il y a, franchement, 70 ans, mais t'hallucines, hein. Ouais, c'est genre... le vocabulaire, c'est encore pire. Rien. Ah ouais, franchement. Rien qu'il y a des trucs, je le vois même dans des vidéos, ils vont dire genre faire blanchir le beurre, je crois, un truc comme ça, et tous les gens dans les commentaires sont attends. Pause, ça veut dire quoi? Et elle essaie d'expliquer, voilà, vite fait, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, même en l'expliquant, c'est des techniques, quoi. Ça demande du temps, ça demande... moi, je trouve que c'est plus la pâtisserie où ça demande une patience et une rigueur. Ça me saoule, la pâtisserie. Moi aussi, ça me gave, j'en ai jamais fait. J'ai pas assez de concentration pour faire ça. Ça, c'est mort. Mais le reste, c'est beaucoup plus instinctif. Et comme tu dis, il y a plein de manières de le faire hyper simple. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on te vend des vidéos qui sont d'une efficacité, mais redoutable, quoi. La vidéo, elle dure 2 minutes. Ouais. Et le mec, il t'explique comment faire, je sais pas, des cheese naan en 2 minutes. Bon, après... Et tu fais OK. On sait aussi qu'une vidéo qui dure 2 minutes, en vrai, je pense qu'elle dure beaucoup plus longtemps au départ. Hein. Mais même, ça aide à te lancer, en fait, à te dire, OK, je vais essayer ça. Ouais. C'est rassurant de se dire, ça va prendre 5 minutes. Mais en effet, à chaque fois... Et même si t'en prends 20, en réalité, c'est pas très grave. Tu vois. C'est toujours un plaisir. Et je trouve que les gens prennent de plus en plus de plaisir à cuisiner, j'ai l'impression. Parce que ça leur donne envie de voir ça, parce qu'il y a eu le Covid aussi, on est resté quand même pas mal enfermés, les gens avaient que ça à foutre. Je pense que tout le monde a commencé à cuisiner pendant le Covid, clairement. C'est une dinguerie, hein. Tout le monde faisait son pain. Oui, il y a eu un vrai événement. C'est bien, franchement, c'est hyper bien. Hein. Complètement. Je pense qu'on n'a jamais autant bien acheté et bien cuisiné que pendant cette période-là. Hein. Tout le monde voulait aller chercher ses légumes, ses fruits bio. C'est très bien, ça a apporté, je pense... que du bien. Ouais, moi je pense qu'on va continuer sur cette lancée et que les plus jeunes, ils auront grandi un peu avec ça, tu vois, plus la culture de la cuisine, je trouve. Plus le fait de créer, tu vois, il y a un côté créatif aussi, donc... Ça leur plaît beaucoup, ça. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à donner des cours là dans un collège avec une classe de 3e. Et avant d'y aller, je me disais, putain, ils vont être jeunes et tout, ça va être complexe. Et en fait, tu te rends compte que pour eux, c'est naturel, quoi. Déjà, ils ont regardé Top Chef. Mais c'est ça. Depuis qu'ils ont 10 ans. Ouais. Donc, ils arrivent là, ils savent de quoi tu parles. T'inquiète pas, je leur disais des culs de poule. À un moment, je leur dis, vous savez ce que c'est? Bah oui, chef, c'est ça et tout. Trop mignon. C'est trop mignon de voir ça. Et en vrai, c'est à nous aussi d'éduquer les plus jeunes. Hein, et en tant que chef, d'aller quelquefois prendre le temps dans des classes de maternelle, leur montrer ce que c'est un légume, leur expliquer... Et ça, je trouve qu'on le fait pas encore assez en France, mais j'espère que ça va venir, parce que c'est tout bête. Mais en réalité, c'est ce qui aidera aussi plus tard pour cuisiner à la maison, pour savoir choisir les bons produits. Il y a des gamins, ils savent même pas à quoi ça ressemble une vraie carotte. Ils connaissent juste les carottes déjà coupées en sachets. C'est triste, mais c'est la réalité. Hein. Ouais, mais moi, je crois au retour des cours de cuisine à l'école dans quelques années. J'y crois à fond. Ouais. Vraiment, ça me paraît tellement cohérent, tellement logique. Et puis... c'est vraiment, ça a tellement de sens. Ouais. C'est la base de se faire à manger et de manger, tu vois. Ça paraît tellement logique d'avoir des cours. Et comme tu dis, c'est évident que ça éclaterait tout le monde, quoi. Mais bien sûr. Parce que c'est créatif, ils peuvent le refaire après. C'est ça. Ils peuvent, je sais pas, être fiers de quelque chose, tu vois, de vraiment concret, parce que ça se fait en un temps, que ce soit 20 minutes ou 1 heure, tu vois, mais à la fin, ils ont vraiment un truc. Toi, tu le fais avec tes mains et ta motivation, quoi. Exactement. Donc, c'est hyper gratifiant. Ouais.
On est de retour sur Move dans Qu'est-ce qu'on va devenir ? L'émission, on se projette dans le futur. Alors ce soir, on parle de restauration, on parle de nourriture, on parle de plats. J'ai extrêmement faim, sachez-le, pendant cette émission, c'est terrible. Si vous entendez en fond sonore mon ventre qui gargouille, je suis désolée. Et pour ceux qui aiment bien la SMR, de rien. On est avec Julia ce soir, chef Julia. On parle un petit peu de ce qu'on imagine plus tard autour de la restauration. Là, on parlait un petit peu pourquoi pas des cours de cuisine à l'époque. On parlait du fait que les gens ont envie de cuisiner. On a l'impression qu'il y a une espèce de retour un petit peu à la création. À travers les réseaux sociaux, on voit que les contenus food, c'est ce qui marche le mieux, hein, honnêtement. C'est les vidéos qui tournent. En tout cas, moi, dans mon algorithme, pareil. J'ai un peu que ça. Voilà, j'avoue. Mais j'ai l'impression que c'est le cas pour tout le monde. En vrai, c'est des vidéos qui marchent et qui donnent envie un peu de se lancer, de créer, de tester des nouvelles choses. Et en parlant de nouvelles choses, moi, j'aimerais parler de potentielles nouvelles techniques de cuisine. Est-ce que toi, t'imagines un petit peu c'est quoi un peu le futur de la restauration est-ce qu'il y a des nouveaux aliments, on parle de cuisine moléculaire ou de nouvelles méthodes? Qu'est-ce que toi tu projettes un peu? Voilà, la cuisine moléculaire, ça a été à l'époque une grande mode. Je pense qu'elle a duré 5-6 ans. Aujourd'hui, on s'en éloigne de plus en plus. Je pense qu'il y a un gros retour sur le produit, donc on est passé à une autre mode. Maintenant, si je pouvais savoir ce qu'est la mode demain, je prends en direct parce que j'ouvre un concept tout de suite. Mais en fait, la cuisine, ça évolue tout le temps. Et tu vois, il y a des fois des modes sur un légume, par exemple, qui va revenir. Et là, tous les chefs vont faire ce truc. Tu peux pas vraiment dire à l'avance. Après, voilà, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, ce qui marche, c'est des concepts un peu autour de la cuisine du monde. Aujourd'hui, on aime manger carrément de tout, découvrir de nouvelles saveurs, des épices. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc, pouvoir aussi consommer un bon plat rapidement, ce qui, à l'époque, avant McDo, à part McDo, t'avais rien, tu vois. Aujourd'hui, n'importe où, en tout cas à Paris, on est très chanceux à Paris parce qu'il y a plein d'offres de restauration, mais tu te balades dans n'importe quel quartier, tu peux prendre quelque chose en takeaway et bien manger. Oui, c'est vrai. Oui. Et ça, pour moi, c'est trop bien parce que voilà, c'est rendre une bonne cuisine accessible à tous et pas forcément devoir t'asseoir pendant 2 heures au restaurant parce qu'il y a la réalité aussi où on n'a pas le temps de se poser des fois juste pour apprécier un bon repas, tu vois. Donc le fait, le temps de cuisine, ça je suis assez d'accord parce que souvent les gens qui vont manger au restaurant, ça va être le midi. En tout cas à Paris, dans ceux qui travaillent et qui ont la pause déj et qui veulent aller au resto, c'est toujours hyper rapide en fait. Et c'est vrai que on a la limite du fast-food. Souvent, tu vois, souvent ils vont s'acheter une salade ou un sandwich dans les supermarchés aux alentours, mais c'est bon, au bout d'un moment, t'as envie de bien manger c'est aussi. Ça, une fois par avoir semaine. Un truc chaud en hiver, un truc qui a du goût. Clairement. C'est trop réconfortant, c'est trop bien. Puis ça te donne des forces pour le reste de ta journée, tu vois. Ouais, c'est important, je trouve, d'accorder du temps au fait de manger. Parce que quitte à faire de la restauration rapide, c'est vrai que je préfère 1000 fois un espèce de food truck que le Carrefour avec un sandwich triangle, tu vois. Genre 1000 fois. Et en vrai, tu peux être sur la même range de prix, je trouve. Tu peux... Tu pourras toujours trouver quelque chose dans les prix. Ouais, exactement. Peut-être pas toute la carte du food truck, mais il y aura au moins 1 ou 2 éléments que tu pourras prendre et franchement, c'est 10 fois mieux qu'un triangle ou qu'une salade qui est sous vide depuis 3 semaines, qui n'a plus aucun goût, aucun intérêt, en plus nutritif en fait, juste qu'on se le dise, quoi. Oui. C'est plus pour l'énergie, comme tu dis, la force que tu as après pour continuer ta journée. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cet avènement des food trucks et des espèces de pop-up aussi, donc des restaurants éphémères, ça j'en vois beaucoup. Est-ce que ça aussi, c'est pas un peu le futur de se dire que voilà, donc t'es un chef, t'as envie de tester plusieurs trucs et de suivre les modes et les tendances, donc tu te retrouves avec un food truck ou un concept un peu éphémère et où en fait tu surfes comme ça sur les tendances. En fait, ça se fait beaucoup. Il y a des restaurants à Paris ou même ailleurs où il n'y a pas de chef fixe et tous les 3 ou 6 mois, il y a un nouveau chef qui arrive, qui pose ses casseroles et qui dit moi par exemple
je vais faire une cuisine autour du végétarien. Okay. Ou je vais faire une cuisine autour des fruits de mer et des poissons. Okay, ou je vais faire une cuisine méditerranéenne ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, se dire qu'aujourd'hui aussi, peut-être qu'on est un peu plus impatient qu'avant, tu vois. Comment je peux expliquer ça? C'est qu'on va pouvoir aimer quelque chose pendant 2 mois. Et puis après, on va avoir envie de découvrir autre chose. Donc, on peut pas rester fidèle toujours à un même resto pendant 10 ans. Ouais, on se lasse. Tu vois. Ouais. Enfin, on a tous un resto qu'on adore et on y va pour manger le truc qu'on prend à chaque fois. Ouais, bien sûr. Mais ça peut pas être le cas pour tous. Exactement, ouais. Donc, c'est bien aussi de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et ces pop-up-là, c'est fait justement pour ça. Tu te dis, voilà, j'y vais une fois, je vais voir ce que le chef y fait. Et tu iras le revoir 6 mois après dans un autre endroit, il fera autre chose. Et, oui, c'est ça. Voilà, c'est toujours plus créatif. Et oui, l'idée, c'est de découvrir, en effet. Aujourd'hui, il y a la cuisine fusion, par exemple. Est-ce que c'est ça? La cuisine fusion, quand on mélange un petit peu 2 styles? Ouais, de culture, par exemple. La cuisine franco-japonaise. Ouais, c'est ça. Ça, c'est très en vogue aussi, ouais. C'est très en vogue et je pense que aussi ça vient du fait que les chefs voyagent beaucoup aujourd'hui. Avant, je pense qu'on voyageait moins, donc tu avais moins l'opportunité de découvrir une culture différente, à part si, par exemple, tu vis avec quelqu'un qui a des origines et que tu pars en voyage, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on peut voyager beaucoup avec nos métiers, tu vois. Moi, j'ai fait plusieurs voyages en Corée, par exemple. Ouais. Au début, je stressais, je me suis dit, putain, mais je parle pas coréen, je parle très peu anglais, je vais me retrouver dans une cuisine pendant une semaine, qu'est-ce que je vais faire, en fait, comment on va se comprendre? Et en fait, le langage de la cuisine, il est universel, tu vois. C'est vrai, et ça, c'est génial, en fait. Et du coup, tu t'es inspiré un petit peu de la Corée Alors, j'ai beaucoup observé. Il y a des techniques que j'ai reprises dans mon resto et tout. Mais après, voilà, c'est pas... Moi, ma ligne directrice, c'est la cuisine méditerranéenne. Oui, donc, c'est ça. Mais demain, je vais pas me dire, je vais faire du kimchi, tu vois. Mais en réalité, pourquoi pas. Je vais me dire, je vais faire un kimchi, mais je vais le marier avec ça. Et ça va devenir, au final, le kimchi de la Méditerranée, tu vois. C'est ça. Donc, c'est très... c'est un peu la mondialisation de la cuisine et le fait grâce aux communications, aux voyages, à Internet, tu découvres... Non, mais clairement, même les réseaux, tu vois, tu découvres tout le temps un nouveau truc. Au Japon, un truc qu'avant, si tu n'y avais pas accès ou tu partais pas là-bas, tu pouvais jamais voir. Oui, c'est ça. Te rendre compte qu'en fait, il y a autre chose qui existe. Il y a d'autres techniques, il y a d'autres produits. Enfin, aujourd'hui, tu sais, c'est la mode. On t'emmène dans les supermarchés japonais et tout. Et ils te montrent tous les produits qu'ils trouvent. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça rend fou. Tu te dis, t'as trop envie d'y être, de tout tester. Il y a vraiment cette curiosité, je pense, que les gens ont. T'as envie de goûter, en fait. Tu vois, t'as envie de goûter, t'as envie de... c'est créativement, on va dire que c'est un peu illimité, quoi. Genre, plus les années vont passer, clairement. Plus en fait créativement on va s'amuser. Ça va partir dans tous les sens, mais c'est ça qu'on veut parce qu'on a envie de goûter à tout. On a une capacité d'attention qui est réduite, donc du coup on va tac, ça va dans tous les sens. Donc on va avoir une diversité qui va être géniale pour ça. Donc là-dessus, on va bien se régaler. On s'est mis beaucoup de barrières à un moment et aujourd'hui les jeunes ils ont envie de juste se laisser aller, tu vois. Complètement. Ils ont juste... Ouais, c'est ça. Et puis, ils sont... Mais tout en maîtrisant leur sujet, parce que c'est pas parce que des fois, tu te dis, j'enlève un peu mes œillères et je sors du terrain que je connais, que ça va être moins bien fait, en fait. Parce que si derrière, tu as une bonne organisation, ça peut être tout aussi bon. C'est ça. Ce sera toujours... comment dire... On aura toujours notre culture française. C'est ça. Toujours. Notre patrimoine, nos différents terroirs en France, où on a nos spécialités. On aura toujours ça. Et il faut qu'on le préserve. Mais à côté, il faut qu'on s'amuse aussi. Exactement. C'est le fait de s'amuser qui est très important comme notion. Nous arrivons à la fin de l'émission, malheureusement. La fin, hyène. La fin, ouais. Parce que moi aussi, je commence à avoir faim. Les deux, voilà, exactement. Mon ventre a toujours pas gargouillé. C'est un miracle. Parce que vraiment, c'est terrible ce qui se passe. Mais on arrive un peu sur la fin de l'émission. Moi, j'aimerais qu'on se projette vraiment avec un peu l'idéal. Ce serait quoi, toi, ton rêve un petit peu d'ici quelques années de voir dans ce domaine, en fait, sur la restauration, l'alimentaire, la cuisine, peu importe. Qu'est-ce que tu rêves un petit peu pour le futur de ce domaine ? Je rêve
C'est une belle question. C'est une belle question. Tu parlais de créativité tout à l'heure, donc que tout le monde s'amuse, que tout le monde... Bien sûr, et qu'on essaye de mettre un peu de côté tous les côtés négatifs, en fait. Aujourd'hui, je pense que dans tous les restaurants, que ça soit de la cantine aux 3 étoiles, on a un gros problème, c'est le manque de personnel. Oui. Et je pense qu'on peut réussir à devenir attractif sur le marché. Mais il faut qu'on se rende compte aussi des choses et que c'est un métier qui nous prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup de sacrifices, mais qu'aujourd'hui, c'est à nous, en tant que chef, manager, entrepreneur, de nous poser les bonnes questions et de nous adapter maintenant parce que ça va être crucial en fait pour la suite. Parce que sans personnel, on fait rien. Et tout seul, on fait pas grand-chose. On peut avoir des idées, mais tout seul, on fait rien. Moi, je dis un gros merci à ma team parce que, tu vois, aujourd'hui, si je suis là, c'est que c'est eux qui sont en train de bosser à côté, tu vois. Et ça, tu peux pas le remplacer. L'humain, on le remplacera très peu en cuisine. Bien sûr que tu as des robots qui t'aident au quotidien. Oui, mais en réalité, la cuisine, c'est de l'humain, beaucoup. C'est ça. C'est le savoir-faire. Donc, mon rêve, c'est que ça soit un métier qui soit revalorisé, qui ait des payes qui soient correctes. Mais pour ça, il faut qu'on ait un peu d'aide. Je sais pas, par l'État, on est trop chargé. Mais il faut que ça bouge parce qu'aujourd'hui, plus personne veut faire ce métier parce que tu fais 15 heures par jour et puis c'est vrai, tu as un salaire qui te permet même pas de profiter derrière. Ça fait peur, Donc, aujourd'hui, je pense que c'est un gros sujet. Ok, c'est le challenge, donc, on va dire, des prochaines années. Le rêve et le challenge, un petit peu de revaloriser la cuisine qui correspond à notre ADN, à notre pays. Et même les métiers de service, parce que c'est hyper important. C'est ça, je suis entièrement d'accord. Tous les arts de la table, en fait, de revaloriser ça, de leur redonner un petit peu, de redonner l'envie aux gens d'aller dans ces métiers qui sont tellement... Parce que l'envie manque pas, je pense, mais derrière, il y a trop de contraintes et il n'y a pas assez de... Et ça casse cette envie qui au final peut être au fond de plein de personnes, mais qui vont être freinées par tout ça. Donc, je suis d'accord sur ce challenge. C'est un beau rêve et j'espère vraiment que la restauration et que tous ces métiers des arts de la table, de manière générale, retrouveront un petit peu une vraie dynamique et un vrai entrain pour les gens, que ça leur donne envie. Il faut, on en a besoin. Ouais, parce que ça fait rêver, hein. C'est un beau métier. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Julia, si on veut te suivre un petit peu ce que tu fais sur Instagram, peut-être? Sur Instagram, Julia Cédef-Jean ou Bayeta Restaurant, et après un petit peu TikTok, un petit peu tout. On essaye d'être à la page quand même. Un peu de TikTok, un peu, ok. Je pense que c'est le nouveau réseau de demain pour la food, ça sera TikTok de toute façon. Ouais, tu penses? Ouais, ça arrive doucement là, mais ça... c'est là-dessus que, perso, je prends mes recettes. Donc, ça paraît assez évident. Donc, t'es obligé de te mettre à la page. Il faut. Et c'est vrai que, avoir une bonne communication, en réalité, les chefs, c'est un gros point à Paris parce qu'il y a tellement de concurrence. C'est clair. Que... Les chefs sur TikTok, c'est vrai que certains l'ont bien compris. On les voit passer régulièrement. Donc on ira te suivre pour tout ça, on ira tester le restaurant surtout. Avec grand plaisir. À l'occasion, parce que c'est vrai que là ça m'a donné tellement faim. Je vais réserver juste après là. Enfin bref, merci beaucoup d'être venu, ça m'a fait super plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. C'était un sujet qui me tenait beaucoup à cœur et j'étais ravie de pouvoir me projeter